En titre, ce soir, menacée de dissolution par la justice, la formation politique Sadi sera finalement édifiée sur son sort le 12 février plutôt que ce lundi, comme c'était prévu. Les enseignants mécontents du comité d'organisation de la presse de la phase régionale des États généraux de l'éducation, ils l'ont fait savoir dans un communiqué. En football, à moins d'une semaine de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations, retour sur les moments marquants de cette compétition depuis sa création il y a 66 ans. Madame, Monsieur, bonsoir. Lancement officiel ce 8 janvier de la Semaine de la Justice. Cette seconde édition qui se tient au CICB est l'occasion pour les participants d'être informés sur le mode de fonctionnement et les réformes judiciaires en cours. Plus de précisions avec Geneva Samake. La Semaine de la Justice, institutionnalisée en 2022 par les autorités de la transition, a pour objectif de rapprocher davantage la justice des justiciables, de les informer sur leurs droits et de promouvoir la bonne distribution de la justice selon les organisateurs. L'administration a l'obligation d'être à l'écoute des citoyens, d'être au plus près d'eux pour connaître leurs appréhensions et leurs difficultés, et devrait à y apporter les réponses adéquates. À l'instar des autres services publics de l'État, la justice a le devoir de se rapprocher davantage des justiciables au regard des enjeux qu'elle représente pour eux. Le ministre de la Justice a saisi l'occasion pour parler de l'introduction d'une innovation majeure dans le système de justice du Mali, par ailleurs considéré comme un droit indispensable pour les justiciables pour assurer leurs intérêts devant les juridictions. Il s'agit du droit d'appel devant une juridiction de second degré contre les décisions rendues par les tribunaux administratifs. L'opérationnalisation de cette cour a plusieurs avantages pour l'institution judiciaire en général et pour la justice administrative en particulier. En premier lieu, elle permet de désengorger la section administrative de la Cour suprême, qui se concentre désormais sur son rôle de juridiction de cassation. En deuxième lieu, elle permet de renforcer la qualité des décisions de la justice administrative grâce au filtre de l'appel. Enfin, elle contribue à renforcer la confiance des justiciables en l'institution judiciaire grâce au droit de pouvoir exercer toutes les voies de recours possibles pour la défense de leurs intérêts. La deuxième édition de la Semaine de la Justice se déroulera du 8 au 13 janvier 2024. Nous vous en parlions il y a quelques jours. Le Parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, Sadi, d'Oumar Mariko, est menacé de dissolution suite à une assignation en justice. L'audience prévue ce lundi au tribunal de la commune 1 est renvoyée au lundi 12 février prochain. On en sait un peu plus avec Soumaïla Fane. Ce lundi 8 janvier, devant le tribunal de grande instance de la commune 1 du district de Bamako, plusieurs membres du parti Sadi de Oumar Mariko étaient présents. Le gouvernement de transition a intenté une action en justice afin de dissoudre ce parti de solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. L'audience était prévue pour ce matin à 9h et renvoyée au 12 février prochain. Ça, c'est dans l'ordre normal des choses. Puisque quand on appelle une première fois, l'autre partie, la partie qui a été appelée, a l'obligation même de demander le renvoi pour connaître le dossier et le juge a l'obligation de suivre cette demande-là. Donc c'est pourquoi ça a été renvoyé au 12 février pour qu'on puisse répliquer. Puisqu'on n'a pas de pièces qu'on nous a communiquées, il faut qu'on cherche les pièces. Qu'on nous communique les pièces et que nous-mêmes on cherche les arguments et les pièces pour pouvoir répliquer. Pour le parti, par la voix de son avocate, aussi membre du même parti, aucune raison de cette décision d'assignation en justice n'est encore connue. Bon, on ne sait pas, moi je ne sais pas pour le moment, puisqu'on n'a pas eu accès aux pièces du dossier. Hein? Peut-être le 12... Même après le 12, là on aura les pièces du dossier, on aura travaillé sur le dossier et on pourra vous dire quelque chose là-dessus. Toutefois, cette décision du gouvernement afin de dissoudre le parti Sadi est intervenue après plusieurs déclarations hostiles à la transition tenues par le président du parti, Dr Oumar Mariko, en exil depuis plus d'1 an.
Retour sur la carrière politique d'Oumar Mariko, leader du parti SADI. Entre opposition, exil, ce médecin, ex-leader ex-estudiantin souffle le chaud et le froid depuis son entrée en politique. Paul Yapinguessan nous dresse son portrait. En exil depuis avril 2022, la carrière politique du docteur Oumar Mariko s'inscrit en pointillé, même si l'audience pour la dissolution de son parti a été reportée au mois prochain. Depuis son exil, fidèle à sa casquette d'éternel opposant, n'a cessé de fustiger la gestion des autorités de la transition, notamment depuis la reprise des hostilités entre les FAMA et la SEMA. Ce n'est pas la première fois qu'Oumar Mariko se trouve en exil du fait de ses déclarations et de ses prises de position politiques. Oumar Mariko appartient alors au COPO, le collectif des partis d'opposition, en conflit ouvert avec le président d'alors, Alpha Oumar Konaré. Lors de cette période de violents affrontements politiques, un policier meurt le 10 août, lynché alors qu'il se trouve en civil dans un meeting de l'opposition. Plusieurs leaders de l'opposition sont arrêtés ou mis en accusation. Un mandat d'arrêt international est lancé contre Oumar Mariko, qui se cache puis fuit le pays pendant 11 mois. L'engagement militant d'Oumar Mariko remonte à ses années de lycée. Il a exercé des responsabilités au sein de l'Union des élèves étudiants du Mali, UNEM, au lycée de Dioïla de 1976 à 1977 et au lycée de Badalabougou entre 1978 et 1979. Il est membre du bureau de coordination de l'UNEM de 1979 à 1980, membre fondateur de l'Association des élèves et étudiants du Mali et en devient le secrétaire général entre 1990 et 1992. Il participe activement aux manifestations contre le régime de Moussa Traoré en 1991 et participe au comité de transition pour le salut du peuple, CTSP, pour le compte de l'Association des élèves et étudiants du Mali. C'est après cela que l'ancien leader estudiantin décide de faire la politique en créant son propre parti, le SADI, en 1996. Oumar Mariko, qui a soutenu en 2012 les putschistes en créant le mouvement populaire du 22 mars MP22, s'est présenté 4 fois à la présidentielle sans jamais réussir à obtenir 3% des voix. En 2002, il obtient 0,88%. En 2007, 2,72%. En 2013, 2,57%. Et enfin 2,33% en 2018. Oumar Mariko a été durant plus de 10 ans le député de Kolendiemba au sein de l'Assemblée nationale, avant de perdre en 2020 lors des législatives contestées. Sur un tout autre plan, afin de faire face aux enjeux et aux défis de l'éducation, les États généraux ont été initiés. La phase régionale s'est achevée ce week-end par des recommandations issues des différentes régions du pays. Mais bien avant les conclusions, les enseignants ont, dans un communiqué, manifesté leur mécontentement vis-à-vis du comité d'organisation. Le point avec Aminata Keita. Dans l'ensemble, les États généraux de l'éducation ont commencé dans les régions le jeudi 4 janvier. Dirigés par les différents chefs de l'exécutif régional, les travaux qui étaient repartis sur 3 jours se sont achevés le samedi 6 janvier. De nombreuses recommandations ont été formulées, notamment l'application du curriculum au niveau de l'enseignement normal, l'encadrement de l'association des élèves et étudiants du Mali au niveau du secondaire, l'augmentation du coefficient de l'éducation civique et morale, la création d'une passerelle entre le secondaire et le supérieur, la rélecture des textes de création et d'ouverture des écoles privées, entre autres. Au-delà des régions, les travaux se sont également tenus dans la diaspora au niveau des différentes représentations diplomatiques et consulaires du Mali. Cependant, un malaise a marqué ces 3 jours. Le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 et regroupant 7 syndicats qui avaient refusé de participer à la rencontre d'échange sur la question enseignante avaient reconsidéré sa position après concertation et participé aux différentes phases. Toutefois, le syndicat des enseignants signataires du 15 octobre 2016 a, dans un communiqué en date du premier jour du début des travaux, soit le jeudi 4 janvier, dénoncé selon eux un mauvais comportement de la part du président de la commission d'organisation des États généraux. Le syndicat affirme que le président de la commission d'organisation des États généraux a tenu toutes sortes de propos déplacés à leur encontre, interrompant régulièrement leurs représentants. Ainsi, le syndicat affirme se réserver le droit de faire ses propres recommandations sur le document final. Au regard du malaise constaté dans l'organisation avec les enseignants, qui estiment être les acteurs clés en droit de faire des recommandations sur le devenir de l'éducation, une rencontre a été organisée aujourd'hui entre les enseignants et le secrétariat de l'éducation nationale.
Hors du Mali, en visite au Liban, Joseph Borrell, le chef de la diplomatie de l'Union européenne, a déclaré le 6 janvier que l'idée d'une solution à deux États doit devenir une réalité afin de mettre fin à la guerre israélo-palestinienne. Récit d'Aïssata Mega. Depuis des décennies, la communauté internationale a formellement soutenu la solution des deux États sans pour autant mettre de feuille de route permettant d'y parvenir. Lors de sa visite samedi dernier à Beyrouth, le haut représentant de la diplomatie de l'Union européenne, Joseph Borrell, déclare qu'il est temps de faire de l'idée d'une solution à deux États une réalité, pour éviter que le cycle de la violence se perpétue de génération en génération. Toutefois, il faut faire vivre ensemble les Palestiniens et les Israéliens dans la paix et la sécurité sur une même terre, a-t-il ajouté. Depuis novembre 2007, lors de la conférence d'Annapolis, la solution à deux États est régulièrement examinée par les principales parties au conflit dans le cadre du processus de paix israélo-palestinien. Cette solution propose la création de deux États distincts dans la région géographique de Palestine, l'un arabe et l'autre juif, et s'oppose à la solution d'un État binational dans lequel vivraient les deux parties concernées. Cependant, certains dirigeants israéliens sont contre la solution proposée par l'Union européenne. Israël est déterminé à atteindre son objectif d'éradiquer le Hamas. Pour un rappel, plusieurs initiatives ont tenté d'instaurer la solution à deux États, notamment la conférence de Madrid en 1991, les accords d'Oslo en 1993, le sommet de Camp David en 2000 qui échoue ou encore l'initiative de paix arabe en 2002. Actualité sportive, c'est ce samedi que s'ouvre la 34e Coupe d'Afrique des Nations. Du 13 janvier au 11 février, la Côte d'Ivoire va abriter la CAN pour la deuxième fois de son histoire. C'est l'occasion pour la rédaction de vous faire un rappel historique des moments marquants de cette compétition depuis sa création en 1957. Suivons. En 1956, lors d'un congrès de la FIFA, la création d'un tournoi continental africain est évoquée, alors que dans le monde, seule l'Amérique du Sud, avec la Copa América, et l'Asie, avec la Coupe d'Afrique d'Asie des Nations, avaient déjà franchi le pas. C'est suite à cette proposition que la première édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN s'est tenue en 1957 au Soudan. Un tournoi qui a vu le jour dans le même sillage que la fondation de la Confédération africaine de football CAF en 1957. Cette année-là, lorsque la compétition démarrait, elle ne comptait que 3 équipes venant de 3 pays membres fondateurs de la CAF, l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie. Et c'est l'Égypte qui s'est offerte la première édition avant de rééditer 2 ans plus tard. Au fil du temps, le plateau de la compétition s'élargit. En 1963, 6 équipes disputent la CAN. À partir de 1968, nouvelle révolution, la compétition est désormais jouée les années paires et accueille 8 équipes. Cette formule tiendra jusqu'à l'édition de 1992 où 4 équipes viendront s'ajouter sur la liste portant le nombre à 12 sélections. À cette occasion, ce sont les éléphants de Côte d'Ivoire qui remportent le trophée à l'issue d'une séance de tirs au but face au Ghana. L'Afrique du Sud, débarrassée de ses soucis d'apartheid, organisera et gagnera la première CAN à 16 équipes en 1996. Un plateau qui évoluera avec le format actuel à 24 équipes lors de l'édition 2019. Mais avant cela, en 2013, le tournoi passera de nouveau en année impaire, afin notamment d'optimiser les chances africaines en Coupe du Monde. C'est à cette année-là que la CAN fut maintenue uniquement aux années impaires et les éditions suivantes se sont tenues en 2015 et 2017 et ainsi de suite. La prochaine, celle de 2023 qui se dispute néanmoins en 2024, démarrera dans moins de 5 jours en Côte d'Ivoire. Depuis l'ouverture de la compétition, c'est l'Égypte qui se classe au devant avec 7 titres, suivi du Cameroun avec 5 titres, le Ghana 4, le Nigeria avec 3, la Côte d'Ivoire et l'Algérie avec 2 succès chacun. Le récit était d'Asetoumani Koulibaly.
Après sa défaite polémique en octobre dernier face au champion au poids lourd Tyson Fury, le Camerounais Francis Ngannou devrait bientôt enfiler de nouveau les gants. Selon plusieurs médias américains, un combat serait programmé le 9 mars prochain face à l'ex-champion des poids lourds Anthony Joshua à Riyad en Arabie Saoudite. Un combat en 10 rounds qui devrait rapporter 20 millions de dollars, soit plus de 12 milliards de francs CFA au Camerounais pour son combat contre Fury. Il avait gagné 10 millions de dollars. Outre l'aspect financier, ce sera une nouvelle occasion pour Ngannou de déjouer tous les pronostics qui lui donnent 25% de chances de gagner contre 83% de chances pour son adversaire. Pour finir en sport, Frank Beckenbauer, le plus grand joueur allemand de l'histoire, est mort ce lundi 8 janvier à l'âge de 78 ans. Le Kaiser laisse le souvenir d'un joueur qui gagnait toujours. Et pour cause, Beckenbauer a toujours gagné. Vainqueur de la Coupe du Monde 1974 en tant que joueur, il avait aussi remporté en 1990 en tant que sélectionneur. Il a remporté également 3 Ligues des Champions avec le Bayern Munich, l'Euro et a été auréolé de 2 fois le Ballon d'Or. Point final à cette édition d'information. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité.